Bonjour à tous. Un plugin peut être développé pour plusieurs raisons. Une agence est développer le plugin pour votre client. Vous pouvez mettre le plugin à disposition sur le répertoire de WordPress. Vous pouvez le commercialiser. Quelle que soit la raison, votre plugin va facilement être lisible et être compris par d'autres développeurs. Aujourd'hui, je vais avoir un bouc émissaire qui va être Revolution Slider. Pas qu'il fait mal son job, mais c'est justement qu'il n'est pas très développeur friendly. Pour les besoins du développement d'un de mes plugins, j'avais besoin de pouvoir modifier une sortie HTML, une slide de Revolution Slider. J'ai cherché à contacter les développeurs de ce plugin-là qui est Punch. Impossible de les trouver à part les contacter sur Twitter, et après aucune possibilité de participer au projet, c'est bien critiqué, mais pouvoir corriger les erreurs, c'est aussi bien, mais là, aucune possibilité. Et donc du coup, justement, le but de cette conférence, c'est de vous donner un petit peu toutes les bonnes pratiques de développement d'un plugin pour qu'il soit facilement maintenable pour vous, mais aussi pour les autres. La première chose que vous pouvez faire, c'est vous rendre joignable très facilement. Vous pouvez faire ça avec un fichier qu'on appelle contributors.txt. C'est un petit fichier TXT que vous placez à la racine de votre plugin. Et là, le but, c'est juste de donner des informations sur les personnes qui ont développé le plugin. Vous mettez les différents intervenants, ça peut être les développeurs, les designers, si vous voulez. Et le but, c'est de mettre à disposition les contacts des personnes qui pourront vous aider en cas de question. Donc vous mettez le prénom, nom, le mail, et vous pouvez très bien imaginer qu'il n'y a pas d'arbre dans ce fichier-là. Vous pouvez très bien ajouter le Twitter ou le numéro de téléphone. C'est aussi très important, ça peut être très utile en agence. Dans les agences, il y a un turnover. Donc une personne qui va avoir développé un plugin sur un projet client, cette personne peut partir. Du coup, ça va être un autre développeur qui va reprendre en charge le développement. Elle ne connaît pas forcément le plugin, elle n'a pas encore pris en main. Elle a peut-être des questions à lui poser. Comment elle fait si elle n'a pas sa contact? Très facilement, avec ça, vous pouvez retrouver le contact des personnes qui ont développé le plugin. Voilà. Ensuite, ça, c'est les commentaires, c'est plus que très important, c'est la vie. Commenter votre code, c'est la chose qui vous prend le moins de temps et qui est plus utile dans le développement d'un plugin. C'est ce qui va vous permettre à votre plugin d'être facilement compréhensible. Je prends l'exemple de Revolution Slider. Donc, j'ai un petit commentaire, c'est bien, c'est le début. Par contre, title, c'est quoi? Bon, je pense que c'est une string. Par contre, alias, qu'est-ce que ça fait? C'est un integer, c'est une string, c'est un tableau, je sais pas. Param, c'est pareil, quand je m'en sers strictement rien. Donc déjà, au niveau des paramètres, je ne sais pas à quoi ils correspondent et je ne sais pas comment m'en servir. Ensuite, j'ai ici une fonction, une vérification qui s'appelle isAlias exist in DB. J'arrive à peu près à comprendre ce qui est fait en devinant son nom, mais je ne suis pas vraiment sûr. Ça, c'est l'exemple d'une fonction documentée et facilement compréhensible par tout le monde. Ça suit des normes PHP. C'est rien d'inventé. Une fonction, ou la méthode, ou la propriété d'une classe, la première chose qu'on va faire, c'est la décrire. Décrire, c'est la tâche que cette fonction fait. Donc ici, petit commentaire. Privilégiez d'abord de faire des commentaires en anglais. Si vous déposez un plugin sur le repo de WordPress, pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Ensuite, vous mettez depuis quand cette fonction est disponible, la version du plugin, pour savoir jusqu'à partir de quand on peut décider. Et ensuite, vous précisez tous les paramètres en mettant à quoi ça correspond. Si c'est une chaîne, si c'est un booléen, si c'est un entier, ou si c'est un tableau. Ensuite, on met le nom de la variable, et après, on explique à quoi correspond cette variable-là. Et comme ça, on sait, voilà, elle passe, c'est ça, backup, c'est ça, optimisation de level, c'est ça, etc., etc. Ensuite, on précise aussi ce que la fonction retourne. Donc, on doit préciser ce que la fonction retourne. Donc là, on sait qu'un retour, la fonction retourne soit un message d'erreur, soit les datas de l'image optimisée. Ensuite, vous pouvez faire la même chose sur les hooks. Donc ce matin, Julio a fait une conférence sur qu'est-ce qu'un hook, comment les créer, etc. Donc ça, c'est un hook qu'on a créé. Vous mettez comme une fonction, vous mettez une description. Depuis quand
et le paramètre qu'on lui passe. Ensuite, là, j'ai une fonction, j'ai une vérification, un if isImageFile requête, et bah, ça ne mange pas de pain. C'est juste une petite ligne de commentaire qui explique à quoi sert cette vérification. Même si on peut la deviner avec la fonction, là encore un peu moins, mais c'est une ligne de code. En tant que développeur, mettre des commentaires, moi ça me prend allez, 30 secondes à tout casser. Au moins, quand quelqu'un reprend votre code, c'est lisible et c'est facilement compréhensible. De plus, si vous suivez cette norme-là, il y a des outils qui vous permettent d'extraire, enfin, vous permettent de générer des documentations à partir de ça. Toute la documentation, par exemple, de la classe et des fonctions de e-commerce, je ne pense pas que c'est généré à la mano pour chacune des fonctions. En utilisant ceci, je ne me souviens plus le nom de cette norme, mais ça permet de générer des documentations très rapidement et très simplement. Donc vraiment, les commentaires, ça ne prend pas de temps et c'est vraiment très utile pour tout le monde. Et même pour vous, parce que vous allez retourner dans votre code 6 mois après, vous n'allez pas forcément vous souvenir de ce que vous avez fait il y a 6 mois. Ensuite, définissez une architecture. Une architecture, c'est quand vous revenez sur votre code un peu plus tard, vous devez très facilement deviner, bon ben voilà, je cherche une fonction qui permet de faire ceci, donc maintenant mon architecture est logique, donc du coup je vais aller chercher dans tel dossier, dans tel fichier. Le but c'est de gagner. Je reprends l'architecture de Revolution Slider. Donc là en fait mon but c'était de chercher, comme vous savez, j'avais besoin de chercher le fichier qui générait les scènes. Donc bon, bah, c'est pas dans admin. Mais dans admin, j'ai un mélange de fichiers assets, donc il y a des fichiers JS, CSS, image dedans, avec du PHP mélangé dedans, après j'ai encore views, après j'ai un backup, après include, avec plein de trucs. Là dans le framework, on voit pas, mais on a des fichiers d'admin mélangés avec des fichiers de front, etc. Et le dossier public, pareil, avec des assets, donc on mélange encore des fichiers CSS, etc. dans un dossier avec d'autres avec PHP. Donc moi, du coup, je suppose que le fichier peut être ici, ou ici, ou ici. Le but, ça va être de définir ces points à chaque début de projet, de plugin, d'avoir une architecture qui est logique. Ça, c'est celle que je vous propose. C'est pas forcément la meilleure à nos yeux. En tout cas, c'est une que nous on utilise et qui nous est très pratique. C'est déjà de diviser, de remonter plus haut dans un dossier qui s'appelle assets au fichier CSS, JS et images. On pourra aller plus loin. Là, dans ce plugin-là, on n'a pas besoin d'avoir on a des fichiers CSS, JS qui touchent à la ligne, mais si on avait des fichiers JS et CSS qui touchent à la ligne ou au front, on pourrait très bien avoir assets, front, et dans front, CSS, image, JS, et dans la ligne, pareil, CSS. Comme ça, quand je recherche un fichier JS qui touche à la ligne, je sais tout de suite où aller chercher. Constamment assets, admin, JS, et après je cherche le fichier JS. Ensuite, on a des fichiers standards, des fichiers d'appel, après le link, le uninstall, on reviendra après. C'est un dossier inc ou input, comme vous voulez. Hein. Mais l'intérêt ici, c'est de se dire que dans ce dossier-là, il n'y a que des fichiers PHP. Donc le dossier assets, il n'y a aucun fichier PHP. Et dans celui d'input, il n'y a que des fichiers PHP. Ensuite, quand vous développez un plugin, il faut essayer d'adopter la plupart des pas la plupart, toutes les philosophies de WordPress. C'est dans le corps de WordPress, vous n'avez aucun code d'autres plugins ou d'autres thèmes. Par exemple, le corps de WordPress n'adoute pas un code pour fixer un bug avec un thème ou fixer un bug avec un autre plugin. Adoptez la même philosophie dans le développement de vos plugins. C'est-à-dire que le corps de votre plugin ne doit pas contenir de code, de fixe ou d'amélioration d'autres plugins. Ça, vous pouvez le réserver. Ça, vous pouvez le réserver au dossier qui s'appelle Third Party. Et dans ce dossier-là, Third Party, je vous montrerai dans la salle plus tard, vous allez mettre justement les différents codes divisés par fichier. Donc, si je dois avoir une compatibilité des engines, je vais prendre un dossier, un fichier avec engine dedans, etc., etc. Le but, c'est que dans ce Third Party, on ajoute tous les fichiers qui nous permettent de fixer des bugs avec d'autres plugins ou d'autres thèmes. Dans admin, common, et là, il n'y a pas besoin, il y a un autre dossier qui pourrait s'appeler front. Ça serait d'ajouter des fichiers PHP qui contiennent que des nukes.
Comme ça, quand je cherche un hook, le hook qui me permet d'ajouter un menu, ben je sais que je dois aller chercher tout de suite dans inc, admin, et dans le fichier, je dois allouer menu.php. Le but d'une architecture comme ça, c'est de trouver très facilement le code à trouver quand vous devez le chercher. Donc admin, ça va contenir que des fichiers qui vont PHP, qui vont contenir des hooks relatifs à admin. Front, ça va toucher que le front. Et common, ça va être des hooks qui peuvent être très bien utilisés et sur l'admin et sur le front. Typiquement, un hook qui permet de générer l'admin bar. Un menu, si vous voulez toucher l'admin bar, on l'a sur le front et sur le back. Ensuite, vous avez un autre dossier API. Donc là, ça va être tous les fichiers de librairie externe que vous pouvez utiliser. Et donc, du coup, vous le mettez dans un dossier API. Et ensuite, vous pouvez faire un dossier classe et un dossier fonction. Le dossier classe va contenir toutes les classes de votre plugin et les différentes entités que vous avez. Et ensuite, fonction, c'est un fichier, c'est un dossier qui va contenir que la déclaration de fonction. Donc on aura, que ce soit dans classe ou que ce soit dans fonction, on n'aura aucun hook. Les hooks se trouvent dans admin, dans common ou dans front qui déclare. Donc dans classe, déclaration des classes, et dans fonction, déclaration des fonctions. Si on va un peu plus à l'intérieur, il faut aussi essayer de trouver des noms de fichiers qui sont assez logiques. Par exemple, il y a deux possibilités dans WordPress pour faire l'Ajax. On a la version non.js qui a des posts et la version Ajax qui est Ajax. Donc si mes hooks de retour Ajax, je vais les mettre dans qui touche à l'admin, bien sûr, include admin Ajax.php. Si je cherche un hook qui est VP underscore Ajax underscore ce que je sais forcément où chercher puisque c'est logique. Ça va être admin Ajax.php. Essayez aussi de diviser tout ce qui est code HTML. Si vous avez des parties qui génèrent juste du code, mettez-les dans un autre dossier qui s'appelle UI. Et là, par exemple, ça c'est un fichier qui sert à afficher toutes les notices dans l'administration. Après option, c'est l'HTML qui permet de générer la page d'option. Et ensuite, bug, c'est notre page dans le plugin. Fonction, pareil, on essaie de trouver des noms de fichiers logiques. Par exemple, l'option.php, ça va être des fonctions relatives aux options du plugin. Donc quand je vais devoir chercher une fonction, par exemple j'ai un bug dans une fonction qui touche à l'option, je sais très rapidement que je vais devoir aller dans fonction options.php. Là, c'est le third party dont je vous parlais tout à l'heure. Pareil, après en fonction de votre besoin, bien sûr, vous pouvez utiliser ça en sous-dossier. Et là, par exemple, si je cherche, il y a par exemple notre ami VP Server qui a décidé de changer un peu sur sa configuration, ça crée un petit bug avec lequel on a besoin de revoir la compatibilité. Ben, je ne vais pas chercher 107 ans dans mon plugin où je vais devoir régler la compatibilité. Je vais dans une third party hosting VP Server.php et je peux pas voir. Voilà. Comme je le disais, c'est une architecture qui est idéale pour nous. Après, vous l'adaptez, vous l'adoptez, vous la reformulez, etc. Enfin, c'est amené à évoluer, c'est comme bon vous semble. Ensuite, préfixer les fonctions. Préfixer toujours vos fonctions, comme Julio de l'Institut Troléo qui vous recommandait de préfixer vos fonctions. Préfixer vos fonctions. Très simplement pour éviter, dans un premier temps, les noms trop généralistes et que vos fonctions puissent être redéclarées par quelqu'un. Par exemple, je ne sais pas, on crée une fonction qui s'appelle chmodfile qui permet de modifier le chmod en fonction de certains paramètres. Si vous créez juste chmodfile, c'est un nom quand même assez générique. Et donc, du coup, quelqu'un, un autre plugin, peut être amené, s'il ne suit pas les standards, les bonnes pratiques, à redéclarer ça et du coup, ça peut péter. Donc, profitez-en toujours par préfixer les fonctions par le préfixe de votre projet. Ensuite, il y a les fonctions dites private scope. Donc, c'est des fonctions en fait qui commencent par underscore ou underscore. Et c'est censé donner en fait une indication aux développeurs pour leur dire cette fonction-là, je ne peux pas la réutiliser directement. La plupart du temps, ça va être des fonctions des fonctions de retour des hooks.
Par exemple, la fonction Imagify Optimal Attachment, je ne peux pas la réutiliser dans un autre script. C'est une fonction qui sert juste à ça, à ce moment-là. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle est nommée, qu'elle est préfixée de underscore. C'est une indication aux développeurs, c'est une norme pour leur dire cette fonction-là, vous ne pouvez pas la réutiliser. Elle est utilisée à ce moment-là, juste pour ce moment-là. Ensuite, les librairies externes. La bonne pratique, c'est de, quand on récupère un script, une classe PHP ou un fichier qui contient une liste de fonctions PHP développées par quelqu'un d'autre, ça serait de rajouter une fonction exist. La fonction exist de dev bin32 pour bien prendre en compte et bien savoir si quelqu'un d'autre ne l'aurait pas redéclaré lui aussi dans son plugin. Eh bien, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'en fonction de comment est chargé l'autre plugin, il peut intervenir après. Typiquement, moi je fais ça, vous décidez de faire la fonction exist, mais si votre plugin est loadé en premier, donc votre plugin va vérifier si la fonction existe. La fonction n'existe pas, donc il la déclare. Un autre plugin intervient juste après. Lui, il ne fait pas la fonction exist, donc il va la redéclarer, et ça va péter une fatale erreur. Donc, aussi, essayer de préfixer les librairies externes. Normalement, on n'est pas censé toucher au code et aux fonctions, au nommage d'une librairie externe, mais si les autres ne font pas de vérification eux aussi avec une fonction exist, du coup vous avez deux à pouvoir rajouter la chose et ça va péter la ça va péter. On a eu le cas dans un plugin et donc du coup on va préfixer toutes les fonctions de la librairie pour ne pas péter avec le plugin qui lui ne fait pas de fonction exist et du coup génère une fatale erreur. Ensuite, définir une constante de version. Ça ne parle pas du tout, mais c'est quelque chose de magique qui va vous permettre de mieux gérer les mises à jour de votre plugin. En fait, quand vous mettez à jour votre plugin, quand on installe un plugin, la première fois, on peut très bien vouloir générer certaines choses. Par exemple, on va pouvoir préenregistrer certaines options, on va pouvoir modifier le fichier htaccess, on va pouvoir modifier pas mal de choses. Et la déclaration d'une constante, je vous ferai un exemple, ça sera beaucoup plus parlant, va nous aider en pas mal de choses. Je dis bien une constante, pas comme notre ami Regression Slider, c'est du détail, c'est vraiment du détail, qui doit faire une variable globale. Un numéro de version, c'est pas censé changer. Donc une variable globale, je peux changer sa valeur. Mais il n'y a aucune raison de déclarer ça dans une variable globale, de pouvoir modifier, de laisser la main sur le numéro de version. Donc déclarez bien une constante. Une constante, c'est plus une constante, c'est qu'on a une valeur qui n'est pas modifiable par access. Et aussi, donc définissez la version dans une constante et enregistrez aussi cette valeur en option. Donc une constante pour déclarer la valeur de l'option en cours et la valeur en option, je vais vous expliquer pourquoi. Ça vous permet d'avoir une gestion plus simple de la première installation et des prochaines tâches. Comme je l'ai dit, lorsqu'on fait une première installation, on a peut-être besoin de faire des actions. Par exemple, il y a certains plugins qui ajoutent des tables dans la base de données. Donc, lors de la première installation, ils ont besoin de créer leur table. Ça ressemble, si vous avez assisté à la conf ce matin de Julio, ça ressemble fortement. Je vous explique ce qu'on fait. Donc, premièrement, on essaie de récupérer la valeur de la numéro de version qui est en BDD. Si le numéro de version en BDD n'existe pas, ça veut dire que c'est la première fois qu'on installe le plugin. Donc si ça n'existe pas, on lance un hook. Ce hook-là est lancé pour la première installation. Qu'est-ce qu'on fait lors de la première installation? On fait un set function, je ne vous explique pas, il y a un commentaire qui sert à ça, bien sûr, et on crée les options. Ça, c'est pour détecter la première installation. Ensuite, si ce n'est pas la première installation, si la version existe en base de données, c'est-à-dire qu'on a déjà installé le plugin au moins une fois. Ensuite, on vérifie si, parce qu'on a plusieurs possibilités de mettre un plugin, mettre à jour un plugin. On peut le mettre à jour à partir de WordPress. Donc, je vais dans la page plugin, je vois la petite notification de mise à jour, je mets à jour. Et là, il se passe deux actions. Le plugin est désactivé et le plugin est réactivé. Mais vous pouvez aussi mettre à jour le plugin à partir de FTP.
Et là, ces actions de désactivation et d'activation ne sont pas faites par WordPress. Et donc, vous devez aussi détecter et gérer ces moments-là. Parce que lorsque vous passez à la nouvelle version, vous pouvez très bien vouloir faire des moulinettes. Ben voilà, pour tous ceux qui passent de la 1.7 à la 2.0, eh bien, on met à jour quelque chose dans la base de données. Et ça, si vous ne le gérez pas, ça peut être très conflictuel. Et donc, du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? On fait simplement une vérification entre la constance, donc la nouvelle version, si elle est différente à ce qui est stocké en base de données. C'est-à-dire qu'on a fait une mise à jour. Et si on a fait une mise à jour, je vais dans un book perso, et ce book perso, bah, il me permet de faire des choses que je souhaite. Donc là, on récupère la version actuelle et puis on définit si elle est inférieure à la nouvelle version. Donc oui, elle est inférieure à la nouvelle version. Donc je fais une petite moulinette. Là, on avait besoin de transformer tous les messages d'erreur de certaines images, de les passer en erreur à Already Optimized. Et après, ensuite, on sauvegarde l'option, la valeur de la version en base de données. Ensuite, le fait de déclarer une variable de version, ça va aussi faciliter la détection d'un plugin. Parce que la fonction isPlugin active, elle n'est pas très fiable pour vérifier si un plugin est activé ou non. Parce que cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle va simplement vérifier la valeur de l'option enregistrée en base de données, qui s'appelle Active Plugins, et vérifier si ce plugin-là est bien enregistré dans l'option. Certaines fois, ça ne suffit pas à vérifier si un plugin est vraiment actif ou pas sur le site. Donc, du coup, là, si je prends l'exemple ici, pour le plugin, on avait besoin de vérifier si le plugin Make Please Subscriber Form était installé ou pas. Ce plugin-là a une version, donc on vérifie si la version est définie ou pas. On vérifie toujours quand on se sert d'une fonction dans notre plugin que la fonction existe bien. Parce que si on désactive le plugin et qu'on ne fait pas une fonction existe, on se sert de la fonction ici, du coup ça va péter très erreur. Du coup, le fait de mettre à disposition très rapidement une variable comme ça, une constante, pardon, ça va permettre de faciliter la détection pour les autres et aussi pour vous, parce que là c'est un exemple où on s'est servi d'une constante d'un autre plugin. Ensuite, gérer les états du plugin. Alors, en fait, j'ai mis état parce qu'il n'y a pas vraiment réussi à nommer ça, mais les différents états, en fait, c'est activation, désactivation et suppression. Lors de l'activation d'un plugin, vous pouvez très bien vouloir faire des choses, pareil lors de la désactivation et pareil lors de la suppression. Ça, c'est très très simple. J'ai juste repris l'exemple de la doc. Si vous voulez faire quelque chose, l'activation du plugin, eh bien, vous utilisez la fonction qui s'appelle Register Activation Hook. Elle prend deux paramètres, file et fonction. File, c'est le chemin vers le fichier principal du plugin. Et fonction, c'est la fonction de retour qui sera déclenchée lors de l'activation du plugin. Après, il y a la désactivation. Là, c'est pareil, à la place de d'activation, c'est deactivation. Et ça prend les mêmes paramètres. Une chose, quand vous désactivez un plugin, vous ne supprimez pas les options. Prends l'exemple d'un plugin de qui s'appelle BPFSSH. Vous mettez sur votre site, vous configurez au petit oignon, etc. Et vous décidez, pour X raison, je ne sais pas, de mettre votre site en maintenance, ou de changer du CSS, bref, vous désactivez le plugin pour vous assurer qu'il n'y aura pas de problème de cache derrière. Et ben, si vous le réactivez, ben, vous aurez le bonheur de vous rendre compte que le plugin vous a supprimé vos options. Mais pourquoi? J'ai juste désactivé le plugin. Je ne veux pas supprimer les options. Je veux juste le désactiver pendant un certain temps. En plus, vous n'avez même pas de fonction d'export-import. La suppression de données, vous devez donner la main à l'utilisateur. Par exemple, vous développez un plugin qui permet, je ne sais pas, de créer un portfolio. Vous créez un CPP qui s'appelle portfolio. Déjà, lors de la désactivation, lors de la suppression, vous ne supprimez pas le CPP. Vous le laissez à disposition. Parce que la personne peut peut-être utiliser un code perso pour pouvoir gérer après lui-même ses CPP. Vous devez lui demander. Donc, vous ajoutez une petite option dans la page option de votre plugin et vous demandez de cocher suppression de toutes les données lors du plugin. Par exemple, le EDD devait avoir une option pour ça et pour tout virer quand on supprime. Ensuite, la suppression. La suppression, vous devez la gérer avec un fichier qui s'appelle unstyle.php qui se place à la racine de votre
Donc ce fichier-là va être rappelé quand vous supprimez votre plugin. Quand vous le supprimez, là, par contre, la personne n'a plus envie de votre plugin. Elle l'a supprimé, il n'existe plus. Donc ça sert à rien. Ça ne sert à rien de garder tout ce que vous avez enregistré. Donc on supprime les options. Les options, ça on a plus besoin parce que le plugin est supprimé. Après, on supprime toutes les fonctions qu'on a créées. Et après, on peut supprimer tous les metadata pour les users ou pour les posts qu'on aurait pu mettre en place. Donc ça, c'est le fichier qui sert quand un plugin est supprimé. Quand vous désactivez un plugin, ne supprimez pas les options, vous le faites lors de la suppression du plugin. C'est à ce moment-là que le client ne peut plus utiliser votre plugin. Ensuite, ajouter des hooks. Vous devez en foutre partout. Il vaut mieux trop que pas assez. Ça va vous servir à vous, ça va vous servir aux autres, ça va servir à tout. Des hooks, il faut en foutre partout. Je vais vous donner quelques exemples. Ça va déjà vous rendre service à vous-même, à soi-même. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on développe un plugin, il faut que le corps du plugin ne concerne que les fonctionnalités du plugin. Quand on veut le rendre compatible avec autre chose, eh bien, on va mettre le code dans le third party et puis après on va mettre le code comme ça. Ici, c'est un bout de code du plugin Imagify qui permet de restaurer la version originale d'une image. Alors, ce n'est pas le code complet de la fonction. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est le do action modifier. Quand vous avez une fonction ou une méthode dans une classe qui exécute une action, je vous conseille de placer deux hooks. Un hook avant et un hook après. Comme ça, on pourra intervenir, vous ou quelqu'un d'autre pourra intervenir avant cette action-là ou après cette action-là et faire ses propres actions si on a besoin pour X raison. Un exemple pour gérer la compatibilité avec WRESINA 2. Donc quand on restaure l'original de l'image, on a besoin aussi de restaurer l'original des images générées par WRESINA 2 pour qu'elle aussi ne contient plus la version utilisée. Donc on va se servir des deux hooks. Donc il y a before, Imagify, restore, attachment et le after. Avant d'optimiser l'original, on va supprimer toutes les images générées par WRESINA pour cet attachment-là. Et après qu'on a réinstallé l'original, on a besoin de la version non optimisée, et bien on régénère les versions Retina de l'image. Donc ça, c'est des hooks qui nous servent même à nous pour gérer la compatibilité d'autres plugins. Donc quand vous avez des actions, mettez toujours un avant, un après. Et ensuite, un autre exemple. Quand vous, une fonction, une méthode, toujours une classe de votre plugin a une sortie, et bien vous mettez un filtre à cette sortie-là. Et ça va pareil permettre de modifier le comportement de votre plugin. Là, un exemple. Un bout de code de WP Requête sur la minification. Donc là, c'est un filtre qui permet de récupérer l'adresse URL d'un fichier minifié. Donc là, on a la version JS, donc requête CSS URL, et là, requête JS URL. Certaines personnes souhaitent, pour diverses raisons, de ne pas avoir de protocole dans l'adresse URL, de ne pas avoir le HTTP de point, pour gérer les compatibilités avec SSL notamment. Et donc, du coup, si vous donnez deux filtres, très simplement, et bien on va très rapidement pouvoir supprimer le protocole HTTP ou HTTPS retourner l'URL. Et du coup, le client, la personne peut faire ce qu'il veut. Donc les hooks, c'est le meilleur moyen en fait pour qu'une personne tierce, ou même pour vous-même, de pouvoir modifier le comportement de votre plugin, l'ajuster à votre sauce et l'adapter à votre besoin. Ensuite, ça va vous permettre aussi à vous greffer d'autres plugins. Parce que d'autres plugins font la même chose, et donc, du coup, eux aussi ajoutent des hooks. Et donc, du coup, vous allez pouvoir utiliser ces hooks pour adapter le code de votre plugin. Là, un exemple avec le plugin WPostLighting. Donc, pour WP Requête, on avait besoin que quand quelqu'un vote sur un article grâce à ce plugin-là, on vide le cache. Et bien, ce plugin-là a eu l'intelligence de mettre un filtre, une action, pardon, en
deux paramètres qui sont l'ID de l'utilisateur et l'ID de l'article. On n'a pas besoin du user ID, mais on se sert du post ID. Et du coup, très facilement, une ligne de post, ça nous permet de vider le cache de cet article-là. Donc vraiment les hooks très importants. Ensuite, versionner son code plus commit review. Ça pourrait être une conférence juste pour ça. L'intérêt de GitHub, c'est pouvoir versionner votre code, revenir en arrière, etc. Il y a plusieurs méthodes de gérer ces fonctions, ces branches, pardon. Alors, ça peut être une version par branche, donc la branche 1.8.1, la branche 1.2, la branche 1.2.2, ou il y a d'autres systèmes qui fonctionnent très bien, c'est d'avoir le code final dans la master et de gérer les nouvelles fonctionnalités par branche. J'ai une fonctionnalité qui permet de faire de faire une action, j'en fais une branche, une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire encore une deuxième action, une branche, etc. Ce qui est important dans cette slide-là, en fait, c'est d'avoir du code review ou du commit review. Parce que vous pouvez développer et regarder une page sans cette fois, vous êtes loupé quelque chose. Et donc, si vous êtes plusieurs sur un projet, alors ça, c'est l'idée de Gitflow, comme je vous le disais. Il reste combien de temps, c'est un peu en retard. L'importance d'un commit review, c'est pour éviter les conneries à la con. Là, il y a un console.log qui s'était caché. Bon, voilà, il y a Julio qui vous dit il reste un console.log. Maintenant, on se vend. Il avait oublié d'enlever un tag. Oh. Le commit review permet d'éviter ce genre d'erreur vraiment à la con et de mettre à disposition une version du plugin avec un petit tag ici. Donc, ça sert à éviter les conneries, mais ça sert aussi à optimiser le code. C'est dans le bon sens. Voilà, donc si vous avez la possibilité, si vous êtes plusieurs sur un projet, vraiment faites du commit review. Chez nous, chez WPmedia, on ne sort pas. Une nouvelle version n'est pas sortie tant que chaque commit n'a pas été approuvé par l'ensemble des développeurs du projet. Voilà. Donc j'ai terminé. Donc je suis référent de QTG, je travaille chez WPmedia, nous sommes les auteurs de WP Rocket et du plugin, du service plutôt d'Imagify. On est à la recherche d'un astronaute, donc une personne en charge du développement de WP Rocket. Donc si vous intéresse, il faut aller sur notre site internet qui est wpmedia.me ou directement sur l'offre de job. Et sinon, vous pouvez me retrouver et poser toutes vos questions sur Geekfest, etc. Vous avez parlé tout à l'heure de commentaires ou des fonctions et qu'il y avait des outils pour pouvoir générer des logs. Je sais pas ça. Je suis désolé. Si quelqu'un dans la pièce est. Et donc, sinon, j'ai une deuxième question. Je cherche. Au niveau du préfixage des fonctions, je suis complètement d'accord, évidemment. Par contre, est-ce que le mieux, finalement, serait pas d'utiliser carrément une classe qui permet comme ça d'avoir un préfixe à classe et puis d'avoir toutes les fonctions qu'on veut dans un modèle? Ça va être un autre débat. Moi, je ne suis pas fan des classes. Pour moi, une classe, c'est une entité. Faire un plugin pour faire classe, construct, puis de hook, pour moi, c'est un autre intérêt. C'est un autre débat. C'est pas ce que je préconiserais. Voilà. Après, chacun a sa façon de penser. Chacun fait comme il veut. Pour moi, une classe, c'est une entité. Au début de la présentation, il y avait un petit peu de code où on voit que toutes les doAction, j'ai eu l'impression que c'était utilisé comme un appel de fonction. Ça m'a donné cette impression-là. À quel moment on utilise juste un appel de fonction, on appelle une méthode de classe, et à quel moment on n'utilise que des doAction? Celle-là? Alors. Oui. En fait, doAction, ça permet de déclarer une nouvelle action, une action qui n'existerait pas. Et adAction, ça permet de se servir d'une action qu'on a créée. Donc, il y a deux types de hooks. Il y a les
des actions ou des filtres. Pour déclarer une nouvelle action, c'est doAction. Pour s'en servir, c'est addAction. Et pour déclarer un nouveau filtre, c'est applyFilter. Et pour s'en servir, c'est addFilter. Entre do et add. Do, c'est pour créer. Et add, c'est pour s'en servir. Je pensais que c'était un add action. Si tu fais un add, c'est qu'il y a forcément un do ailleurs dans le code. Je leur ai fait. Ça répond à la question? Tout petit détail. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir le double underscore dans le nom de la fonction ou c'est juste. Comme je le disais, c'est quand tu fais un underscore ou un double underscore, c'est pour dire de ne pas se servir de cette fonction-là ailleurs. Donc cette fonction-là, on n'est pas censé devoir la réutiliser. Elle sert juste à ce moment-là. C'est pour donner une indication aux développeurs. Je voulais savoir, quand tu développes un plugin, comment tu fais pour gérer. Quand tu développes un plugin, comment tu fais pour gérer les problèmes de. Par exemple, si tu utilises une librairie externe et ton jQuery, par exemple, s'il y a d'autres plugins qui importent les jQuery mais pas la même version, est-ce que tu vas recharger toi-même systématiquement ta propre librairie ou comment tu. C'est un peu compliqué à détecter. Tu pourrais le savoir s'il a déjà bien fait avec un vecteur JavaScript. Après, toi, quand tu arrives sur le moment de la page, de vérifier tous les fichiers qui sont déclarés, et vérifier s'il y en a bien un qui contient un jQuery, et puis tu peux parser le nom pour savoir. Tu as même un paramètre dans la fonction pour gérer le numéro de version, tu peux regarder ça. Après, à part ça, pas trop de méthode magique là pour toi. Tu n'as pas des fonctions style équivalent de d'autres fonctions existent, par exemple, Pas à ma connaissance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on va. Merci. Du coup,